En 1914, au moment où l'Europe s'apprête à sombrer dans une guerre sans précédent, la Grande-Bretagne se prépare elle aussi à affronter les soubresauts d'un monde en mutation. À la tête de l'amirauté britannique se trouve un jeune homme politique au tempérament fougueux, Winston Churchill. À seulement 39 ans, il incarne l'alliance paradoxale entre le modernisme naval et le conservatisme impérial. Le chapitre 5 de l'ouvrage de David Fromkin, Une paix pour mettre fin à toutes les paix, propose une analyse fine de la personnalité et du rôle de Churchill à la veille de la Première Guerre mondiale. Comment le portrait de Churchill en 1914, tel que le brosse David Fromkin, révèle-t-il les contradictions internes de la politique britannique à la veille de la guerre, et en quoi ses décisions et ses perceptions ont-elles influencé les dynamiques proche-orientales? Pour y répondre, nous analyserons d'abord le portrait que Fromkin dresse de Churchill, homme jeune, ambitieux mais controversé, avant d'étudier son action au sein de l'amirauté. Nous aborderons ensuite les erreurs de perception diplomatique du gouvernement britannique, avant d'examiner les conséquences de l'échec britannique à répondre aux appels ottomans, conduisant à l'alliance germano-ottomane. Winston Churchill occupe en 1914, à l'âge de 39 ans, le poste de premier lord de l'amirauté, l'équivalent du ministre de la Marine. Il s'agit déjà de la 4e année de son mandat, entamé en 1911, à un moment où la course navale avec l'Allemagne s'intensifie. Fromkin souligne que cette ascension rapide fait de Churchill un homme à la fois admiré pour son énergie et suspecté pour son manque de maturité politique. Ses partisans, au premier rang desquels David Lloyd George, voient en lui un homme d'avenir, capable d'embrasser les grands enjeux du siècle. Mais ses détracteurs, notamment dans les cercles conservateurs, le perçoivent comme imprévisible, ambitieux et trop jeune pour occuper une fonction aussi stratégique. Churchill incarne donc cette élite britannique tiraillée entre tradition et modernité. Fromkin décrit Churchill sous un angle très personnel. De taille modeste, à la diction encore marquée par un léger bégaiement, il ne correspond pas au canon physique des hommes de pouvoir de l'époque. Pourtant, c'est justement cette apparence trompeuse qui déroute. Churchill déborde d'énergie, de charisme, et affiche une volonté de faire. Son obsession du destin personnel est un moteur constant. Il est hanté par la figure de son père, Lord Randolph Churchill, brillant mais prématurément marginalisé. Cette pression familiale et psychologique l'amène à chercher, coûte que coûte, à inscrire son nom dans l'histoire, quitte à prendre des décisions audacieuses ou risquées. Churchill est une figure ambivalente. Il combine une capacité d'analyse stratégique avec une certaine cécité diplomatique. S'il comprend l'importance de la supériorité navale, il ne mesure pas toujours les subtilités géopolitiques du Moyen-Orient. Son énergie débordante et sa confiance en lui le conduisent parfois à négliger les avertissements et à sous-estimer la complexité des équilibres internationaux. Ainsi, le Churchill de 1914 n'est pas encore le géant de la Seconde Guerre mondiale, mais un acteur clé en devenir, déjà animé d'une vision impériale forte, mais encore prisonnier des certitudes de son temps. Churchill comprend très tôt que le conflit à venir se jouera en grande partie sur la mer. Dès sa prise de fonction, il engage une série de réformes au sein de l'amirauté. Il soutient le développement des dreadnoughts, ces cuirassés révolutionnaires symboles de la puissance navale. Il encourage également l'adoption du pétrole en lieu et place du charbon pour alimenter les moteurs des navires, anticipant ainsi la future géopolitique de l'énergie. Cette transition technologique majeure fait de la marine britannique une force redoutable, tout en accentuant la dépendance de l'Empire à l'égard du pétrole, notamment celui du Moyen-Orient. Churchill place une foi presque absolue dans la capacité de la Royal Navy à contenir toute menace extérieure. Il pense que la simple présence de la flotte britannique dissuadera toute tentative allemande de rupture de l'équilibre européen. Cette confiance lui donne l'illusion que la guerre, si elle survient, sera brève et dominée par la mer. C'est une erreur d'appréciation partagée par nombre de stratèges de l'époque, mais que Fromkin souligne comme une faiblesse spécifique du raisonnement churchillien. Malgré sa clairvoyance technologique, Churchill reste aveugle à certains enjeux diplomatiques, notamment en ce qui concerne l'Empire ottoman. Il ne perçoit pas l'urgence avec laquelle les jeunes Turcs cherchent un allié, ni le danger que représente leur rapprochement avec l'Allemagne. Fromkin montre que Churchill, comme beaucoup d'hommes de son temps, considère l'Empire ottoman comme secondaire dans la dynamique diplomatique européenne. Cette négligence stratégique aura des conséquences considérables. À Constantinople, les jeunes Turcs multiplient les appels à l'aide auprès des grandes puissances, notamment du Royaume-Uni. Ils espèrent obtenir une alliance qui garantirait leur sécurité face à la Russie. Mais ces appels restent sans réponse. Le gouvernement britannique, convaincu que l'Empire ottoman est instable et peu fiable, ne mesure pas la gravité de la situation. Il pense que la Turquie est courtisée par l'Allemagne, alors que c'est l'inverse. Ce sont les Ottomans qui cherchent désespérément un protecteur. Les figures du comité Union et Progrès, CUP, tels qu'Enver, Talha et Djemal Pacha, sont perçus comme des aventuriers sans réelle assise. Cette perception empêche les Britanniques de considérer les jeunes Turcs comme des interlocuteurs sérieux.
Pourtant, ces derniers disposent d'un pouvoir réel et prennent des décisions stratégiques majeures. En les ignorant, le Royaume-Uni passe à côté d'une opportunité diplomatique cruciale. Après coup, certains observateurs accusent Churchill d'avoir par son intransigeance poussé l'Empire ottoman dans les bras de l'Allemagne. Fromkin réfute cette lecture simpliste. Il explique que Churchill, bien qu'informé de la situation, n'avait pas la capacité d'imposer une ligne diplomatique différente face à l'hostilité générale de la diplomatie britannique envers Constantinople. Churchill devient ainsi un bouc émissaire commode, alors que l'ensemble du système diplomatique britannique est en cause. Après plusieurs refus britanniques, Enver Pacha parvient à conclure un accord secret avec l'Allemagne. Cette alliance, signée fin juillet 1914, place la Turquie dans le camp des puissances centrales. L'objectif est double, garantir la souveraineté ottomane et obtenir un appui militaire face à la Russie. Fromkin montre que ce choix n'est pas idéologique, mais pragmatique. Les jeunes Turcs n'adhèrent pas au projet impérial allemand, ils veulent seulement sauver leur empire. Londres, informé trop tard, ne réagit pas. La diplomatie britannique, embourbée dans ses préjugés et ses priorités européennes, ne voit pas venir le basculement turc. Churchill lui-même, bien que concerné, reste focalisé sur la marine et les enjeux occidentaux. Il ne comprend pas que la Turquie deviendra un front majeur. L'entrée en guerre de l'Empire ottoman ouvre un front au Moyen-Orient, bataille de Gallipoli, campagne du Sinaï, guerre en Mésopotamie. Elle bouleverse les équilibres stratégiques. Surtout, elle légitime l'intervention britannique dans les provinces arabes et prépare le terrain aux accords Sykes-Picot, 1916, et à la déclaration Balfour, 1917. L'alliance germano-ottomane précipite donc la chute de l'Empire et la recomposition coloniale du Moyen-Orient. Le chapitre 5 de David Fromkin constitue un portrait subtil et nuancé de Winston Churchill à la veille de la Première Guerre mondiale. Il met en lumière un homme politique en devenir, porteur d'une vision stratégique audacieuse, mais encore prisonnier des schémas impériaux traditionnels. Churchill apparaît comme le symbole d'une élite britannique modernisatrice sur le plan militaire, mais aveugle aux mutations diplomatiques du monde non européen. L'échec à répondre aux appels ottomans, loin d'être la seule faute de Churchill, illustre la myopie collective d'un gouvernement britannique plus préoccupé par l'Europe que par le destin d'un empire en sursis. Ce chapitre est essentiel pour comprendre comment une série d'occasions manquées ont conduit à des choix irréversibles. Il prépare ainsi le lecteur à suivre les bouleversements qui, à partir de 1914, vont redessiner non seulement l'Europe, mais aussi tout le Moyen-Orient. La figure de Churchill, en creux, annonce déjà les débats et les décisions qui marqueront le XXe siècle. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt.